Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Mélanie de Winter, je suis sociologue et chercheuse au sein du Centre de recherche et d'intervention sociologique de l'Université de Liège. Plus précisément, il s'agit d'un centre de recherche rattaché à l'Institut de recherche de la Faculté des sciences sociales. Et dans le cadre de ma recherche doctorale portant sur l'intégration des soins en Belgique dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques, j'ai été amenée à étudier le fonctionnement du système de soins de santé belge avant, mais aussi pendant la crise du coronavirus. Cette crise qui a frappé la Belgique en mars 2020 a mis en lumière le fonctionnement institutionnel belge en matière de soins de santé. Et un point précis a régulièrement été débattu dans la presse ainsi que sur les réseaux sociaux, à savoir la question du nombre de ministres de la Santé que compte la Belgique. En tant que chercheuse en sciences sociales, j'ai eu envie d'apporter quelques éléments d'information qui permettent de répondre à cette fameuse question de savoir s'il y a effectivement 9 ministres de la Santé en Belgique. Parce que je pense qu'il est nécessaire d'y apporter une réponse plus fine et plus précise que simplement oui ou non. Et donc, c'est la raison qui m'a poussée à faire cette vidéo. Alors, avant de répondre précisément à cette question, un détour historique s'impose puisque la répartition actuelle des compétences en matière de santé est le résultat de l'histoire politique belge. Le Royaume de Belgique naît en 1830, suite à la Révolution belge initiée par plusieurs des provinces du sud des Pays-Bas. La Belgique est alors un État unitaire centralisé, dont le territoire inclut jusqu'en 1839 le Limbourg hollandais et le Grand-Duché de Luxembourg, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. À droite, vous reconnaîtrez le territoire belge que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque, puisque la Belgique est un État unitaire, les décisions de l'État s'appliquent de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Puis, durant les années 60, les différences linguistiques et économiques ont petit à petit mené à la première réforme de l'État belge, jetant les bases d'une nouvelle configuration institutionnelle. Cette première réforme de l'État, initiant les prémices de la fédéralisation de la Belgique, a eu lieu en 1970 et a prévu la création de 2 types d'entités fédérées, les communautés et les régions. Les communautés culturelles ont été créées dès 1970, en réponse à la revendication flamande d'autonomie en matière de langue et de culture. Les régions ont été créées de manière effective plus tard, en 1980, lors de la deuxième réforme de l'État, pour rencontrer la revendication wallonne d'autonomie au niveau économique. Aujourd'hui, la Belgique, dont le caractère fédéral est officiellement inscrit dans la Constitution depuis 1993, comprend donc 3 communautés, à savoir la communauté flamande, la communauté française, aujourd'hui aussi appelée Fédération Wallonie-Bruxelles, et puis la communauté germanophone. À côté, la Belgique comprend également 3 régions, la région flamande, la région de Bruxelles-Capitale, dont la création effective a été entérinée en 1989, après avoir été mise au frigo durant plusieurs années, et puis la région wallonne. De façon assez intéressante, on peut remarquer que les territoires des communautés et des régions ne se superposent pas parfaitement, puisque le territoire de la région flamande correspond à celui de la communauté flamande sans la région de Bruxelles-Capitale. Le territoire de la région wallonne comprend à la fois le territoire des communautés françaises et germanophones, à l'exclusion du territoire de la région de Bruxelles-Capitale. La région de Bruxelles-Capitale est une région bilingue, donc son territoire fait simultanément partie des communautés flamandes et françaises. Ce qui veut dire que la Belgique distingue en fait 4 zones linguistiques différentes. On peut se douter que cet enchevêtrement de territoires amène beaucoup de complexité lorsqu'il s'agit de gérer les choses en pratique, d'autant plus que chaque entité, fédérale ou fédérée, dispose de ses propres compétences spécifiques et exclusives. Chaque entité a son propre gouvernement, son propre parlement et sa propre administration. Ça veut dire que chaque entité peut lancer ses propres politiques sur son territoire au rythme qui est le sien.
Depuis 1970, les réformes de l'État se sont succédé, redistribuant à chaque fois les cartes du fédéralisme belge jusqu'à arriver à la 6e réforme de l'État. L'accord institutionnel relatif à cette dernière réforme date de décembre 2011 et s'intitule « Un État fédéral plus efficace et des entités plus autonomes ». Et cet accord prévoyait une 6e réforme de l'État en plusieurs parties. Le premier volet a eu lieu en 2012 et le second en 2014. C'est ce second volet qui prévoyait le transfert de compétences du niveau fédéral vers les entités fédérées. C'est donc ce volet qui a redessiné les contours de la répartition des compétences liées à la santé et à l'aide aux personnes entre le niveau fédéral et les entités fédérées. Donc maintenant, je vais me focaliser sur cette nouvelle répartition des compétences liées à la santé et expliquer qui est ministre de la Santé et à quel niveau. À l'heure où je vous parle, la Belgique compte un seul ministre fédéral de la Santé. C'est Frank Vandenbroek, qui est, si on veut être précis, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. Le niveau fédéral a principalement conservé dans ses compétences l'assurance maladie-invalidité en tant que branche de la sécurité sociale. Ça veut dire que c'est le niveau fédéral qui définit par exemple les modes de financement au niveau des soins de santé, la nomenclature des actes remboursés, de même que les montants des remboursements. Et en plus, parmi les compétences fédérales, sans être exhaustif, on peut aussi citer par exemple ce qui est relatif au financement des hôpitaux ou encore à la coordination de l'aide médicale urgente. En communauté française, les compétences relatives à la santé sont réparties sur les épaules de 2 ministres. Tout d'abord, Valérie Glatini, qui est ministre de l'enseignement supérieur, de l'enseignement de la promotion sociale, des hôpitaux universitaires, de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice, de la jeunesse, des sports et de la promotion de Bruxelles. Et puis, on a également Bénédicte Lienard, qui est ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes. En matière de santé, Valérie Glatini est compétente pour ce qui concerne les hôpitaux universitaires, l'Académie royale de médecine, l'agrément et le contingentement des professions des soins de santé, la Société scientifique de médecine générale, les crédits de recherche fondamentale provenant entre autres de la santé publique, l'aide aux personnes et le contrôle médico-sportif. Parmi les compétences de Bénédicte Lienard en matière de santé, on retrouve l'ONE, donc l'Office de la naissance et de l'enfance, la politique de santé qui relève des missions confiées à l'ONE, l'aide aux personnes qui relèvent des missions confiées à l'ONE, et les activités et services de médecine préventive destinés aux nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants. Au niveau de la communauté germanophone, les compétences correspondant à celles que je viens de citer pour la communauté française reposent sur les épaules d'une seule personne, à savoir Antonios Antoniadis, qui est vice-ministre président au niveau germanophone et ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'aménagement du territoire et du logement. En Flandre, les institutions communautaires et régionales sont fusionnées. Il y a un seul Parlement et un seul gouvernement flamand et donc un seul ministre de la Santé. Il a dans son portefeuille, en plus des compétences communautaires que j'ai citées au niveau francophone, les compétences qui ont été transférées aux régions en matière de santé suite à la 6e réforme de l'État, par exemple la promotion de la santé. Actuellement, ce ministre, c'est Wouterbeek, dont l'intitulé exact de la fonction est ministre flamand du bien-être, de la santé publique, de la famille et de la lutte contre la pauvreté. Au niveau wallon, les compétences régionales liées à la santé se retrouvent dans le portefeuille ministériel de Christine Montréal, qui est vice-présidente et ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'égalité des chances. Suite à la 6e réforme de l'État, en matière de santé, le niveau régional a hérité par exemple de la promotion de la santé, de la prévention, sauf dans les écoles, mais aussi de certaines campagnes de dépistage, notamment celles qui concernent le cancer du sein ou le cancer colorectal.
Les régions ont également hérité d'éléments liés aux soins de première ligne, aux maisons de soins psychiatriques ou encore à la médecine du travail. Enfin, le niveau régional est aussi en charge des réseaux multidisciplinaires locaux, de la réforme des infrastructures hospitalières ou encore des données socio-sanitaires et indicateurs de santé. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, donc si vous souhaitez avoir la liste complète, elle est disponible sur le site de l'AVIC, donc l'Agence pour une vie de qualité. À Bruxelles, les compétences liées à la santé sont réparties sur plusieurs niveaux de pouvoir. Tout d'abord, le niveau fédéral y exerce ses compétences comme sur le reste de l'ensemble du pays. Puis, depuis la 6e réforme de l'État, la région de Bruxelles-Capitale est responsable de la politique de prévention et de sécurité et du transport médical urgent. Donc, elle peut prendre des mesures qui touchent au domaine du social et de la santé. Pour ce qui concerne les compétences attribuées aux communautés, c'est un peu plus complexe puisque, pour rappel, le territoire de cette région est considéré comme zone bilingue et fait tant partie de la communauté française que de la communauté flamande. Ça veut dire qu'à Bruxelles, les compétences de ces deux communautés ne s'exercent pas sur les personnes, mais sur les institutions qui peuvent être unicommunautaires ou bicommunautaires, en raison de leur activité ou de leur organisation. Concernant les institutions unicommunautaires, la communauté française est compétente pour les questions communautaires et pour la politique concernant certaines institutions dont les activités s'adressent aux francophones. Et la communauté française a délégué une partie de ses compétences liées à la politique de santé et à l'aide aux personnes à la Commission communautaire française, aussi appelée COCOF, qui peut légiférer en la matière via ses propres décrets. Parmi les compétences qui ont été déléguées, sans être exhaustif, on peut citer par exemple ce qui est relatif aux soins aux personnes âgées, aux soins aux personnes handicapées ou encore aux soins de santé mentale. On peut aussi citer la reconnaissance des maisons médicales et des maisons d'accueil, tout ce qui est services de soins à domicile, les habitations protégées, les services sociaux ou encore l'aide aux toxicomanes. En matière de santé, la communauté française reste par contre compétente à Bruxelles pour tout ce qui est hôpitaux universitaires francophones et aide à la petite enfance. Toujours à Bruxelles, comme la communauté française, la communauté flamande, donc la Vlaamse gemeenschap en néerlandais, est compétente pour les questions communautaires et pour les politiques concernant certaines institutions dont les activités s'adressent cette fois-ci aux néerlandophones. Le gouvernement flamand réglemente, via des décrets, la reconnaissance et le contrôle en matière d'aide aux personnes et de soins de santé au niveau des hôpitaux, des soins aux personnes âgées, des soins à domicile, de la santé mentale ou encore des soins de première ligne. Il existe également une commission communautaire flamande, la Vlaamse Gemeenschap Commissie, VGC, qui, de manière un peu différente de la COCOF, travaille sous la tutelle de la communauté flamande en matière de santé. Ça signifie qu'elle peut promulguer des règlements, mais que ces règlements sont néanmoins subordonnés aux décrets flamands. Donc ici, c'est un peu différent. Pour ce qui concerne les institutions bicommunautaires, incluant des établissements de santé comme par exemple des hôpitaux, des maisons de repos et de soins ou encore des services de soins à domicile, c'est une troisième commission qui est compétente, c'est la commission communautaire commune, aussi appelée COCOM. Et elle est compétente à Bruxelles pour les prestations qui bénéficient directement à une personne, peu importe la langue qu'elle parle. Pour exercer ses compétences, cette commission délivre des ordonnances, donc pas des décrets. Et enfin, cette COCOM assure aussi la coordination et la concertation entre les communautés pour garantir la cohérence entre les différents niveaux. Tout ceci concerne donc les institutions bruxelloises. Et je n'ai pas encore parlé du nombre de ministres de la Santé à Bruxelles. Au niveau ministériel, à Bruxelles, on peut identifier 3 personnes qui ont explicitement des compétences de santé dans leur portefeuille. Tout d'abord, Barbara Tract.
Au niveau régional, elle est secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, chargée de la transition économique et de la recherche scientifique. Et puis et surtout, elle est ministre-présidente du collège de la COCOF, chargée de la promotion de la santé, de la famille, du budget et de la fonction publique. Ensuite, nous avons Alain Marron, qui est quant à lui au niveau régional ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargé de la transition climatique, de l'environnement, de l'énergie et de la démocratie participative. Et il est surtout membre du collège de la COCOF, chargé de l'action sociale et de la santé. Il est également membre du collège réuni de la COCOM, chargé de la santé et de l'action sociale, conjointement avec la ministre Elke van den Brandt, qui est la troisième personne dont je dois vous parler. Elke van den Brandt, au niveau régional, est tout d'abord ministre du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale, chargée de la mobilité, des travaux publics et de la sécurité routière. En matière de santé, elle est présidente du collège de la commission communautaire flamande, chargée du budget, du bien-être, de la santé, de la famille et de la politique urbaine. Et enfin, elle est membre du collège réuni de la COCOM, chargée de la santé et de l'action sociale, conjointement avec le ministre Alain Marron. Et puis j'ajouterai à tout ceci que, même si on ne le mentionne pas souvent, pour les questions relatives au handicap, qui impliquent aussi des questions de santé, me semble-t-il, c'est le ministre Rudy Vervoort qui est compétent en tant que membre du collège de la COCOF. Alors, y a-t-il 9 ministres de la Santé en Belgique? Jusqu'ici, j'ai effectivement cité les noms de 9 ministres belges de la Santé. J'en ai même cité 10 si on compte Rudy Vervoort. Donc sans aller dans les détails, on voit que compter le nombre de ministres de la Santé en Belgique implique aussi de se poser la question du périmètre que couvre le mot santé. Mais admettons qu'on s'arrête à 9. En fait, dire que la Belgique compte 9 ministres de la Santé, ce n'est pas faux en soi, mais je me demande s'il ne serait pas plus juste de dire que la Belgique compte 9 ministres ayant dans leurs attributions des compétences liées à la santé. En ayant conscience qu'il ne s'agit pas forcément des mêmes compétences ni des mêmes territoires, et en gardant en tête que ces compétences, en toute logique, sont intrinsèquement liées. Cette complexité institutionnelle pose donc des questions fondamentales de gouvernance publique, de coordination et de collaboration entre les différents niveaux de pouvoir pour arriver à prendre des décisions cohérentes à un niveau global en matière de santé. Et d'ailleurs, il est attendu des différents ministres qu'ils se rencontrent au minimum 2 fois par an en conférence interministérielle. Alors, pour aller plus loin par rapport à la question qui guide cette présentation, j'aimerais quand même introduire un concept spécifique, celui de Health in all policies, donc celui de santé dans toutes les politiques en français. Cette approche de santé dans toutes les politiques est une approche intersectorielle des politiques publiques qui tient compte systématiquement des conséquences sanitaires des décisions, qui recherche des synergies et qui évite les conséquences néfastes pour la santé afin d'améliorer la santé de la population et l'équité en santé. Dans cette approche, on considère que la santé ne relève pas uniquement de la responsabilité du secteur de la gestion des soins de santé, mais bien de tous les secteurs gouvernementaux. Donc pour saisir ce qui se cache derrière cette notion qui peut peut-être sembler un peu abstraite de prime abord, on peut prendre un exemple concret parmi d'autres, celui de la pollution de l'air, qui a de grosses conséquences négatives sur la santé des populations. Et si on réfléchit un petit peu, on se rend compte que réduire la pollution de l'air implique des mesures qui vont bien au-delà des compétences des ministres de la Santé. Ça implique notamment d'adapter les politiques en matière de mobilité et de transport, d'énergie ou encore même d'aménagement des territoires. Donc potentiellement, tout ministre est susceptible de mener des politiques qui impacteront de près ou de loin la santé de la population. Du coup, si on réfléchit comme ça, on pourrait presque dire que tous nos ministres sont d'une certaine manière un peu ministres de la santé. Donc en conclusion, et pour résumer, au sens strict, nous avons 9 ministres
qui ont le mot santé dans l'intitulé de leur fonction ministérielle. Ça veut dire que dans les faits, 9 ministres différents peuvent être amenés à participer à des processus de décision impactant des compétences liées explicitement à la santé, sans que leurs décisions ne couvrent forcément l'ensemble du territoire belge, à l'exception du ministre fédéral de la Santé. Dans les faits, tous nos ministres peuvent initier des politiques qui influenceront potentiellement la santé de la population. Alors sur la question du nombre de ministres de la Santé, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est juste ce qu'il faut? Ça, c'est à vous d'en juger, ça relève de votre opinion. Et cette vidéo avait précisément pour objectif de vous aider à comprendre comment ça fonctionne afin de vous aider à vous faire votre propre avis. Et pour terminer, voici la liste de références principalement mobilisées pour réaliser cette présentation et qui pourraient vous être utiles si cette thématique vous intéresse. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention.